Merci, cher Grégoire. Je ne sais pas si nombreux sont les observateurs qui n'envient pas ma place dans ce contexte. Ce qui est sûr, c'est qu'on va passer des centaines d'heures au Parlement sur les différents sujets qui concernent la dette sociale, sujet d'actualité, j'y répondrai si vous le souhaitez, et qui concerne naturellement la préparation de la loi de finances pour l'année prochaine et puis la loi de programmation pour les finances publiques. D'abord, je voudrais remercier Dominique Régnier d'avoir formulé cette proposition. Ça fait plusieurs semaines qu'on était sur ce sujet. Lorsque le budget sera voté, on s'apercevra que la ligne est équilibrée, qu'elle est assez juste au regard de notre histoire, qu'elle est indispensable dans la perspective que tu as toi-même définie, et qu'elle nous pousse à réfléchir collectivement sur une autre attitude vis-à-vis de la dépense publique. Ça pousse à déplacer les lignes et ça pousse à s'inscrire dans la durée sur une autre trajectoire et considérer que la France ne peut pas durablement être à la fois sur le podium des pays qui ont un pourcentage de dépenses publiques par rapport à leur richesse nationale parmi les plus élevés dans l'Union européenne, et d'avoir le même titre de gloire qui ne rapporte aucune médaille, si ce n'est des nécessités de budget d'économie, d'être le pays en Europe qui a parmi les pourcentages les plus élevés des prélèvements obligatoires par rapport à la richesse nationale. Donc quand on a cette double qualification, quand on a cette double médaille olympique et mondiale au cou, on fait un choix. Est-ce qu'on choisit les prélèvements obligatoires ou est-ce qu'on choisit de réduire les dépenses? Eh bien, le gouvernement a fait le choix de réduire de manière déterminée, importante, méthodique, j'y reviendrai dans le détail, mais sans concession, toutes les sources de dépenses de l'État, de la sécurité sociale, des collectivités locales, et par déclinaison des opérateurs et de l'ensemble des acteurs. Il faut réduire ce niveau qui représente 56% quand même de la richesse nationale. Et ça me fait sourire ce débat un peu sur le sexe des anges concernant la rigueur, parce que geler en valeur les dépenses de l'État, les dotations de l'État, fixer un objectif national de dépenses d'assurance maladie à 2,9, ça veut dire qu'il va progresser de presque du double de l'inflation de ce que nous avons établi. On appelle ça de la rigueur ou de l'austérité. On va dépenser en réalité, pour dire les choses, la même chose que l'an dernier. Mais la vraie inflexion historique de ce budget, la vraie nouvelle étape, c'est que pour, en effet, la première fois, on ne va pas faire au moins l'augmentation du coût de la vie sur les dépenses. C'est comme un pétrolier qui doit rentrer au port. On ne peut pas lui demander 20 mètres avant de se garer convenablement. Il faut plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres. Ben là, on prend de l'élan pour pouvoir arriver à bon port. Notre objectif, il est clair. Il est inscrit dans la loi de programmation des finances publiques. Il est défini aussi dans ce vers quoi nous devons tendre. Et c'est pour ça que la Fondapol a un rôle important, que tous les acteurs éminents, que je salue avec beaucoup de respect et que je lis, ou que j'écoute avec beaucoup d'attention, ont une place éminente dans ce concert général où il faut faire beaucoup de pédagogie pour le plus grand nombre, pour faire partager cet effort collectif. Notre objectif, c'est l'équilibre budgétaire à terme. Nous devons tendre vers l'équilibre budgétaire. Les Allemands le font. Ils se sont fixés, c'est vrai, une règle d'or. La situation économique de leur pays cette année va leur permettre d'augmenter l'écart de réduction de déficit par rapport à la France. Ils avaient prévu 5%. Pour l'année prochaine, nous avons prévu 6, grâce à la réalité de leur activité économique. Comme ils ont un consensus autour de la réduction des déficits, ils n'ont aucun état d'âme à affecter les éléments de recettes supplémentaires à la réduction des déficits, et donc ils tomberont en dessous de 4, et donc nous aurons encore un écart de 2 points avec les Allemands du niveau déficit par rapport à la richesse nationale. Donc ça doit évidemment nous entraîner vers un chemin vertueux. Alors, quelques éléments factuels, mais que vous connaissez, l'excellent quotidien du matin. Il n'est pas le seul, mais comme c'est notre partenaire aujourd'hui, je le salue et je félicite tous ces journalistes d'avoir travaillé avec bonheur avec cette maison de verre au sens propre comme au sens figuré qui est Bercy, puisque vous avez eu à peu près tout et qui, avec très peu de surprises finalement dans le budget hier, pendant 3 semaines, ont été égrenés tous les dispositifs et les mesures que nous proposions. Mais retenez simplement sur le budget 2011 que nous avons qualifié d'historique, de responsable et d'équitable, que sur la partie historique, en effet, on va descendre notre déficit budgétaire de l'État de 152 à 92 milliards, une baisse de 60 milliards, une réduction de 40% en un seul exercice budgétaire. Oui, c'est historique. Alors évidemment, on nous dira on n'a jamais eu autant de déficit.
Mais on n'a jamais produit autant d'efforts en un seul exercice budgétaire de réduction du déficit sur les 50 dernières années. Je parle sous le contrôle de Nicolas Bavrez, qui connaît ces sujets parfaitement. Même pour le passage à l'euro, ça n'est ni une pique, ni une... compte tenu des engagements qui ont été pris, mais même pour le passage à l'euro, on n'a jamais franchi cette marche. Donc l'effort produit est un effort de 2 points, de 40 milliards d'économies pour réduire de manière drastique et spectaculaire. Et je me suis beaucoup battu, soutenu en cela par le président de la République, par le Premier ministre, pour descendre le plus possible en dessous des 100 milliards. L'aspect symbolique et psychologique a son importance aussi dans la présentation globale d'un équilibre budgétaire. Et atteindre en dessous des 92 milliards, je pense qu'il était difficile de faire plus sur un seul exercice, mais nous y sommes parvenus. Deuxièmement, nous avons aussi réévalué notre niveau de déficit de cette année. Je me permets de rappeler devant les observateurs attentifs, les universitaires, les chercheurs que vous êtes, qu'en début d'année, il était prévu dans un consensus à peu près partagé 0,75% de croissance pour cette année et un niveau de déficit qui devait atteindre les 8,5%. En réalité, nous serons à 1,6. Ça tombe aujourd'hui par l'INSEE, la croissance sera à 1,6 et non pas 1,4. Et nous serons à 7,7 de niveau de déficit. Nous avons affecté tout le surplus de recettes à la réduction des déficits publics, ce qui veut dire que nous sommes crédibles, en tout cas nous sommes crédibles. C'est extraordinairement prétentieux. Nous avons de quoi convaincre les plus réticents du caractère sérieux et responsable de ce que nous proposons pour l'année prochaine, y compris sur les prévisions de croissance, y compris sur la maîtrise des finances publiques, y compris sur notre capacité à atteindre tous nos objectifs. Quelle est la méthode qui a été retenue pour atteindre tous ces objectifs? On a agi sur les 3 sources de dépenses, les dépenses de l'État, les dépenses de la sécurité sociale et les dépenses des collectivités territoriales. Les dépenses de l'État, comme je le disais, pour la première fois, elles seront gelées en valeur, hors dettes et pensions. Les spécialistes diront, bah oui, mais c'est un gel en volume si on intègre les dettes et pensions. Peut-être, mais c'est pas tout à fait ça, parce que annoncer, afficher, affirmer une nouvelle norme budgétaire en valeur, c'est-à-dire ne pas faire le coût de la vie, ne pas faire l'augmentation de l'inflation par rapport au niveau des dépenses de l'État, ça nous fait gagner 0,2% sur le budget global de l'État. C'est pas rien, c'est pas neutre. Pour le ministre du Budget, dans ces périodes de disette budgétaire où l'argent public est rare, il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas d'économie symbolique, il n'y a pas de débat inutile. Tout est bon à prendre si on estime que ça va dans le sens de l'intérêt général. Sur la déclinaison concrète et je dirais assez déterminée de cette gestion et de cette stabilisation des dotations de l'État, nous avons travaillé sur les dépenses de fonctionnement et nous avons travaillé sur les dépenses d'intervention. Sur les dépenses de fonctionnement, c'est toute la déclinaison de la révision générale des politiques publiques. C'est un terme un peu techno, mais qui est une idée juste et très pertinente. Et cette révision générale des politiques publiques, elle portait sur un objectif qui était de ne pas remplacer un poste sur 2 de fonctionnaires qui partaient à la retraite. La première vague a permis de supprimer 100 000 postes. Et ça n'a été socialement possible, parce qu'on en parle très peu de la RGPP. Ce n'est plus vraiment un sujet qui fait l'objet de combats politiques. Ça n'a été possible que parce que 50% des économies effectuées par la suppression de ces postes sont restituées en affectation salariale, en bonification indiciaire pour les fonctionnaires. C'est comme cela que nous avons pu travailler avec les syndicats. C'est comme cela que cette mesure-là a pu se développer et ça a produit ses effets. Nous rentrons dans une deuxième vague de révision générale des politiques publiques. Nous affichons à peu près un objectif d'égale valeur de 97 000 postes supprimés pour les 3 années qui viennent. Nous utilisons le même fonctionnement de la restitution de 50% en bonification et nous additionnons cela à une réduction assez significative du train de vie de l'État. C'est 10% sur les 3 années qui viennent en diminution, c'est 5% dès l'année prochaine, donc c'est une règle un peu transversale, une espèce de rabot global.
Je ne rentre pas dans les détails, mais ça va du parc des voitures jusqu'à la centralisation des achats, en passant par une mutualisation des moyens en matière de communication, la suppression de je ne sais pas combien de sites internet qui existent, il y en a peut-être 150 par ministère, ça n'a aucun sens. Enfin bref, on passe au tamis, on essaie d'avoir une maille assez serrée et on est à peu près, je le dis comme je le pense, lorsque nous aurons terminé cette partie triennale, nous serons au bout de l'effort de ce qu'un État peut accepter sous cette forme-là, je dis bien sous cette forme-là, en termes de réduction, et que la méthode que j'ai proposée, c'est peut-être celle-là qui donnera le plus d'efficacité dans ces mesures, c'est que les contrôleurs financiers de chaque ministère n'ont pas le droit de financer des demandes qui excèdent les lettres de cadrage signées par le Premier ministre ou le ministre du Budget, c'est-à-dire que, in fine, même si quelqu'un voulait déroger, même s'il y avait une volonté de contourner cette règle, in fine, ça ne pourra pas être payé. Donc il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Sinon, c'est très joli d'affirmer et de porter en bandoulière des idées généreuses en matière de réduction, si tant est qu'on puisse gérer la contradiction de ces deux mots. Néanmoins, il faut quand même au final que ça passe. Et pour que ça passe, il faut que ça passe pas. Et donc que la signature financière ne soit pas au rendez-vous. Bon, voilà globalement pour l'État. Je vous passe le détail sur les réunions d'arbitrage qu'on a vues en juin avec les ministres. Il faut bien comprendre que la crise européenne, la réplique de cette secousse mondiale, a évidemment, comme l'a dit Grégoire, alerté les opinions publiques et a fait réfléchir un peu tout le monde. Je crois que pour la première fois, beaucoup de ministres iront défendre à l'Assemblée une partie de leur budget qui sont des budgets en diminution. Il faut, là aussi, dans le fonctionnement interne d'un gouvernement, tourner le dos à l'idée selon laquelle un bon ministre est un ministre qui obtient dans les arbitrages un budget en augmentation. Aujourd'hui, dans une période de réduction des dépenses publiques, un bon ministre, c'est un ministre qui porte avec courage et détermination politique le fait d'avoir une réduction de son budget et qui mobilise son administration autour de ce projet, ce qui est vertueux, ce qui fait réfléchir les agences, ce qui fait réfléchir les directeurs de services, ce qui fait réfléchir les catégories A aux catégories C, et qui pousse tout le monde à se dire comment on va rendre cette mission de service public qui nous honore avec moins de moyens, mais avec autant d'efficacité. C'est une équation intéressante. Humainement, en termes de gestion de ressources humaines, c'est absolument passionnant. Et de toute façon, c'est le seul chemin de crête aujourd'hui qui existe, qui est devant nous. Deuxième source de dépenses sur laquelle nous avons travaillé, c'est évidemment une source très importante qui porte sur toute la partie sécurité sociale. Je vous passe sur les chiffres généraux. Ce que nous allons faire pour l'année prochaine, je l'ai dit, c'est garrotter l'hémorragie en produisant une inflexion relativement significative, mais encore qui devra être confortée pour les années qui viennent, de nos comptes de la Sécu et notamment du régime général. On a, par l'addition des bonnes nouvelles, parce que je parlerai quand même aussi des bonnes nouvelles in fine pour conclure, on a par l'addition des bonnes nouvelles eu des recettes supplémentaires qui nous ont permis de réduire et les prévisions de déficit du régime général pour cette année et de réduire aussi les projections de déficit pour l'année prochaine. On avait prévu autour de 28 milliards pour cette année, on tombera à 23 milliards 1 et on tombera pour l'année prochaine à 21 milliards 4. Ça veut dire qu'il faut, dans l'ensemble du dispositif, de toutes les sources de dépenses d'un État-providence aussi puissant que le nôtre, aussi fort auquel les Français sont attachés, l'exigence de tenir cet objectif des dépenses d'assurance maladie à 2,9. Ça n'a jamais été fait. Ça représente 2 milliards et demi d'économies de potentiel par rapport à la croissance générale. Ça veut dire qu'on prend la ligne du tendanciel et on voit où on arrive, et en fonction de ce vers quoi on arrive, on regarde ce qu'il faut faire pour rester sous la barre des 2,9. Ces 2 milliards et demi, ce sont des mesures qui ne sont pas simples, mais là aussi qui sont justes. Elles sont justes au fond, et c'est pas très compliqué de trouver des mesures justes, parce qu'il y a eu tellement d'habitudes pour, par facilité, lâcher tel point, accompagner telle demande, céder à tel lobby, ne pas avoir le courage d'affronter telle doctrine, etc., etc. Tout cela additionné fait que les mesures qui sont importantes sur le plan budgétaire ne seront pas socialement difficiles ni douloureuses. Nous échappons à toute une série de mesures douloureuses parce que justement, le poids de l'histoire fait que nous avons un tel potentiel de dépenses qu'en rognant un certain nombre de ces dépenses, nous n'atteindrons pas le cœur ni la moelle épinière naturellement de l'État-providence, et ça n'altérera en aucune façon le modèle social dans cette organisation très, très solidaire.